Comment Jean-Claude Duvalier a vécu l'exil en France. Nous sommes en 1996. Les rumeurs fusaient de toutes parts quant aux conditions de séjour de Jean-Claude Duvalier en France. Certains disaient qu'il était sans domicile fixe et indigent. D'autres faisaient croire qu'il dépendait de la charité de certains anciens partisans pour maintenir un certain train de vie dans le sud de la France. Il y avait aussi des rumeurs qui disaient que Baby Doc allait revenir en Haïti pour reprendre le pouvoir. La discussion a débuté. J'ai également évoqué avec lui les répercussions possibles de cette entrevue. Depuis les dernières photos que j'ai vues de lui, il a perdu du poids. Sa peau semble flotter dans les plis de sa chemise blanche. Et bien que son costume en laine gris anthracite soit élégant, il aurait besoin d'une retouche. À seulement 44 ans, il ressemble déjà à quelqu'un qui a porté le fardeau du temps. Chaque mouvement de sa tête entraîne tout son corps. Son torticolis, séquelle d'un choc subi lors d'un match de football, lui cause bien des tourments. Il m'a demandé de migrer vers un nouvel emplacement, de peur que le soleil ne le prenne pour cible. Nos échanges se sont déroulés dans un mélange de créole et de français. Il m'a confié qu'il venait de la province et devoir veiller à ne pas attirer l'attention indésirable des services secrets français. En tant qu'exilé, il avait raison de se taire sur le plan politique. Mais après plus d'une décennie passée en France, Jean-Claude Duvalier n'avait plus à craindre les contraintes de la police. Les renseignements généraux ne s'intéressaient plus à ses allées et venues. À part quelques entrepreneurs du sud de la France à qui il était redevable, les mesures de sécurité semblaient un brin exagérées. Il y a 16 ans, sous le soleil d'Haïti, lors de notre toute première rencontre, il avait gentiment consenti à ce que je capture nos échanges de voix. Mais cette fois, il a préféré que nos paroles restent libres, sans empreinte numérique. Après s'être délecté d'un café haïtien puissant et âpre, nous avons consacré 5 heures à échanger. Hermance jonglait sans cesse entre le créole et le français, particulièrement lors de discussions animées. Comme bon nombre de jeunes de sa génération, Jean-Claude jonglait entre le français qu'il pratiquait avec ses parents et celui enseigné à l'école chez les frères bretons. Au collège Saint-Louis de Gonzague, le français régnait en maître. Lors de la première réunion, Hermance nous a régulièrement interrompus pour nous guider à travers un dédale de questions et de réponses, n'hésitant pas à couper la parole à Jean-Claude. Les interjections et les soupirs résonnaient plus que jamais dans l'enregistrement, comme si 2 amplificateurs dans la pièce voisine étaient reliés à un haut-parleur. L'idée que nos paroles étaient captées par ces appareils m'a effleuré l'esprit, surtout après qu'Hermance m'ait révélé son projet de livre en collaboration avec Jean-Claude. L'appartement portait des traces d'occupation. Cependant, Bébé Doc prétendait ne pas posséder de fonds et dépendre de l'assistance de ses amis en Haïti et aux États-Unis. J'en conclus donc qu'une âme charitable lui a prêté les clés de ce lieu. Dans la demeure, une bibliothèque regorgeant de livres, en particulier sur Haïti. Il m'arrivait par moments de ressentir la présence d'une 4e entité dans la cuisine. Serait-ce la mère? Simon Ovide Duvalier? Un journaliste a partagé l'épopée de la mère de Jean-Claude, la vénérable veuve de Papa Doc, âgée de 82 ans, qui a battu tous les records en tant que première dame de la République. Vivant sous le même toit que son fils, elle s'attelait vaillamment aux corvées domestiques, apportant ainsi sa contribution discrète mais essentielle. Est-ce maman Simone, détentrice de la flamme sacrée de la révolution duvalieriste, qui a concocté les délices, les acras et le punch au rhum haïtien? Ce n'était pas la jeune femme habituelle en cuisine, mais une nouvelle venue qui s'activait aux côtés des dames depuis le début. Malheureusement, Michel a choisi de s'en aller avec elle une fois le divorce prononcé. Pendant notre repas pris à une modeste table accrochée au mur, Hermances s'affairait sans relâche. Les interrogations que j'avais à propos de la mère étaient si complexes que les aborder semblait être une tâche délicate. Au moment du repas de midi, une pintade accompagnée de petits haricots et de riz blanc fut présentée en écho au choix symbolique du père en faveur du gouvernement, symbolisé par la pintade d'Afrique. Ce mets est devenu l'insigne redouté ornant les cartes d'identité et les uniformes des VSN, ces volontaires de la sécurité nationale. Pendant 3 décennies de règne des Duvalier, des groupes de 5 pintades se déplaçaient en cercle sur la pelouse du palais présidentiel. Dès que les Duvalier ont pris la fuite, les militaires les ont appréhendés sur le champ. Avant leur arrivée, c'étaient les flamants roses qui résidaient au palais. D'un geste assuré, il gratta sa gorge et pointa son couteau dans la sauce.
Attention, les piments ont du caractère, me prévint-il. Il m'a confié qu'il partait à la chasse aux ramiers, aux canards et aux perdrix marrons, en compagnie d'un unique acolyte de Jean-Claude, muni d'un fusil chargé, lors de parties qui s'étiraient jusqu'au crépuscule. Mais où était passée Simone Duvalier, la mère de Jean-Claude Duvalier? Selon toute vraisemblance, la veuve de Duvalier vivait à Paris avec son fils, en toute discrétion. Je guettais toujours l'apparition soudaine de la regrettée mère depuis la cuisine. Mais elle a préféré garder le silence, refusant toute interview durant ses longues années au palais. Sa stature imposante lui conférait une autorité naturelle sur son époux, mais elle demeurait fréquemment immobile, arborant une expression morne, telle une sculpture vivante. Avait-elle enduré en silence ou pris part aux actions répressives sanglantes de son conjoint? Était-elle complice ou victime, à l'instar de son fils? Simone est aussi discrète qu'un chat fantôme, elle ne se montre jamais, que ce soit aujourd'hui ou les autres jours. J'ai questionné Jean-Claude sur les commérages entourant sa mère, prétendument devenue la chef de famille après le décès de son époux. Jean-Claude a répliqué sans détour. Ma mère, telle une ombre muette, dépourvue de tout pouvoir politique, refuse de se plier aux récits trompeurs du palais visant à asseoir leur influence. Une attitude qui tranche radicalement avec celle de mon père. J'ai mis en lumière le fait que Simone était considérée comme la souveraine incontestée des dinosaures, restant toujours loyale envers Papa Doc, du point de vue des observateurs extérieurs. On a beaucoup jasé à propos de maman, mais laissez-moi vous dire que les rumeurs sont bien loin de la réalité. Lorsque j'ai été couronné président à perpétuité, c'était moi qui tenais les rênes. Après avoir vidé nos verres de vin, j'ai proposé d'aborder ce sujet lors de notre prochaine rencontre. Après des années à exercer un pouvoir autocratique, Jean-Claude ne laisse transparaître aucun remords. Lors de notre prochain rendez-vous, fixé au 21 avril, Hermance m'a informé que le président serait pris dès les premières lueurs du jour. Il m'a prié d'expédier la réunion à 10h30 en cette journée-là. J'imaginais que le président peinait à se redresser après une nuit agitée. Lors du premier rendez-vous, il a présenté ses excuses une seule fois. Lors du deuxième, il a fait de multiples allers-retours aux toilettes. Quand Hermance a apporté un Senzano avant le repas, il l'a savouré avec un soulagement évident. Serait-ce la tristesse qui l'a incité à prendre un verre? Plus tard, lors du repas, il a partagé. Mon père excellait dans l'art de jouer la comédie. Parfois, il se révélait être un acteur de talent, faisant allusion avec subtilité au célèbre ouvrage de Graham Greene, Les Comédiens, qui puise son inspiration dans l'ère de Papa Doc en Haïti, un roman dont l'influence fut profonde. Le 7 mai de 14h50 à 19h15 s'est déroulée notre troisième réunion, ponctuée par les délicates attentions d'Hermance qui nous a proposé café et bière. Avant la grande discussion de 1996, elle m'a interrogé sur la date de fin de mon livre. Ma réponse fut teintée d'incertitude. Cela reste à voir, peut-être encore quelques années. Sa réaction ne s'est pas fait attendre. Oh là là, autant de temps? J'ai perçu un léger malaise de sa part. Elle a pris Jean-Claude par surprise en lui révélant la marche à suivre pour mener une enquête, rédiger et publier des œuvres. Je leur ai exposé les embûches de la quête d'un éditeur pour des ouvrages documentaires aux États-Unis, soulignant que l'attrait des maisons d'édition pour Haïti était en déclin à ce moment-là. Lorsqu'il m'a offert la possibilité de lancer le livre en France, j'ai poliment décliné, songeant à la somme que son père avait dû débourser pour ses propres ouvrages. Lors de l'entretien, il a été nécessaire de sonder les zones d'ombre entourant l'humanité de Jean-Claude, ses émotions intimes quant à son existence au sein du palais, les défis de gouvernance auxquels il était confronté, ainsi que son habileté à évoluer dans le tumulte du paysage politique haïtien en tant que président le plus jeune. Au bout de 15 interminables heures de prise, cela ne faisait plus aucun doute. Il s'est étendu sur des sujets triviaux, les enceintes sportives, le recours à des fonds non officiels pour soutenir l'effort militaire et paramilitaire, dépassant ainsi les limites budgétaires établies. Il dissertait sur la mystérieuse disparition des finances du pays, se demandant si son union avec Michel Bennett était prémonitoire de son règne sans fin. Interrogé à ce sujet, Jean-Claude esquiva habilement la question, concédant que ses proches le jugeaient crédule, trop prompt à accorder sa confiance.
Il n'a laissé transparaître aucune once de violence, ni avoué sa faute, rejetant toute responsabilité, considérant que la confession n'était pas une coutume à laquelle se plier. L'année suivante, juste avant que je ne quitte la Floride, l'entretien a failli être annulé. C'est alors que Hermance m'a contacté brièvement le 18 avril 1998. Elle préférait se plonger dans l'héritage politique de Jean-Claude Duvalier plutôt que de s'attarder sur des détails personnels de sa vie. Dès l'annonce de cette décision, j'ai laissé éclater mon désaccord, voyant mes efforts de recherche réduits à néant. C'est alors que mon téléphone a retenti, révélant à l'autre bout de la ligne la voix de Jean-Claude Duvalier, me priant de pardonner à Hermance pour sa volonté d'orienter les choses. Le 25 mai était la date retenue. Quelques semaines plus tard, Hermance m'a chaleureusement ouvert les bras. Elle m'a confié que les médias étaient à genoux devant Jean-Claude Duvalier pour obtenir une interview. C'est ainsi qu'elle s'appliquait à toutes ces mesures de sécurité. Hermance avait mis en place un stratagème élaboré pour me convaincre de leur affection, prétendant que Jean-Claude résidait sur la Côte d'Azur et avait dû prendre l'avion pour venir me voir. Pourtant, ce n'était pas la réalité. Sa résidence principale se trouvait à Paris, en compagnie de sa mère. Une situation qui promettait d'apporter une touche d'humour à ceux à qui il était débiteur. Lors de notre rencontre le 25 mai, il a affirmé résider toujours à Mouguin, à proximité de Cannes. Pour cette rencontre, Hermance et Jean-Claude s'étaient donné rendez-vous au restaurant Le Créole à Montparnasse, à 2 pas de la Coupole. Alors qu'elle attendait Jean-Claude, qui se pointa avec un quart d'heure de retard, Hermance glissa que Chirac avait l'habitude de fréquenter cet endroit. N'est-ce pas la préoccupation initiale d'Hermance à son arrivée à l'aéroport de Mouchard, son différend avec les médias? Elle nous a généreusement conviés à déguster un Campari et une bouteille de vin en accompagnement des crabes et de l'agneau. Avant même qu'il ne termine son festin, j'avais pressenti sa commande imminente. Un sobe rafraîchissant accompagné d'une bouteille de bière Carlyle. Arborait de mon cou un collier aux teintes bleues et rouges. Jean-Claude, imperturbable, garda le silence. L'élégance émanant d'Hermance suscita quelques regards curieux en notre direction. Je lui ai soufflé la date du 25 mai, dans l'idée de lui rappeler un souvenir, mais il est resté muet. J'ai alors révélé que cette année célébrait le 40e anniversaire d'un événement crucial de la campagne électorale de 1957. Ce jour-là, alors que les prémices de la guerre civile se faisaient sentir, Jean-Claude, âgé de 6 ans à l'époque, se remémore comment lui et sa sœur Simone ont dû s'échapper de leur domicile pour rejoindre le quartier voisin. Jean-Claude a décrit cette journée comme son initiation au monde réel. Pendant ce temps, Hermance a vaillamment affronté la matinée en sortant, en hélant un taxi et en réglant le petit déjeuner. Nous déambulons dans les rues animées de Paris, en débattant du lieu idéal pour mener notre entretien, et c'est alors qu'ils évoquent l'appart-hôtel Claridge. En définitive, notre lieu de résidence fut le St. James Club, situé dans le 16e arrondissement en face de Neuilly, là où Michel réside avec ses 2 enfants au 21 bis rue de la Ferme, Bois de Boulois. Cet établissement, à mi-chemin entre château, restaurant et hôtel, regorgeait de bibliothèques s'élevant jusqu'au plafond, évoquant ainsi l'atmosphère feutrée d'un club anglais.